Vous écoutez Napoléon, la campagne de Russie, épisode 2. Napoléon, l'envahisseur. Il fait désigner à Smolensk un conseil municipal composé de citoyens russes, sommés d'obéir, sous peine de représailles et rétribués en monnaie française. Il leur ordonne de lever sur la population une contribution sous forme de blé, de bétail et de fourrage. Ces lourdes ponctions exacerbent la haine contre l'occupant français. Mais les Russes ne comprennent pas pourquoi Alexandre livre ainsi sans résister leur cité et leur campagne. Et cela va engendrer une première crise très profonde de confiance entre le tsar et la population. Marie-Pierre Ray, professeure d'histoire russe à l'université de la Sorbonne. Mais également une crise de confiance au sein de l'armée impériale elle-même. Lettre du général Bagration à son ami Yermolov. J'ai honte de porter cet uniforme. Il me tue. On nous a dispersés comme des pions, puis on est resté plantés là, bouche bée, en chiant tout le long de nos frontières. Ça me dégoûte tellement que ça me rend fou. Je vais troquer mon uniforme contre une blouse de paysan. À force de se replier, les soldats russes ont l'impression de se comporter comme des lâches. Leur morale est au plus bas. Koutouzov n'était pas du tout apprécié d'Alexandre Ier, d'abord parce que le visage même de Koutouzov lui rappelait l'échec d'Austerlitz, puisque Koutouzov à ce moment-là avait exprimé un avis différent que le tsar n'avait pas suivi, et ça avait été ensuite un fiasco terrible. Les sources disent que le général Koutouzov aimait bien manger et qu'il aimait aussi les femmes. Victor Bezotosny, directeur du Musée national d'histoire de Moscou. Les dénonciations de généraux adressées à Alexandre Ier rapportent que dans son appartement, comme en campagne, on aurait trouvé des filles habillées en cosaque. Elles étaient chargées de réchauffer son lit. Alors qu'Alexandre Ier est un homme très prude, et bon, de ce point de vue-là aussi, il y a une sorte d'incompatibilité de style, pourrait-on dire, entre les deux hommes. Sitôt nommé, Koutouzov exalte le patriotisme de ses troupes. « Compagnons, leur écrit-il, remplissez votre devoir. Songez au sacrifice de vos cités livrées aux flammes et à vos enfants qui implorent votre protection. Songez à votre empereur Alexandre, votre seigneur, qui vous considère comme le nerf de sa force. » Pendant que l'armée du tsar se réorganise de manière décisive, Napoléon exige de ses hommes qu'ils repoussent leurs limites. Le repos est indigne d'eux. Des bouffées de vent violent soulèvent des tourbillons d'une poussière ardente. Un véritable supplice. La rapidité des marches fait perdre beaucoup de chevaux. Et pendant que le typhus fait des ravages, la propagande russe s'attaque aux plus vulnérables. Soldats français, on vous force à marcher contre nous. On vous dit que vous combattez pour la paix. Ne croyez point en ces perfides paroles. Vous vous battez pour l'insatiable ambition d'un maître qui ne veut point la paix et qui se fait un jeu du sang des braves. Retournez chez vous, il en est encore temps. Appel à la désertion, harcèlement, objectif, fragiliser la grande armée pour mieux l'attaquer. En 2 mois, elle s'est réduite comme peau de chagrin, car outre les malades, les tués, les blessés et les déserteurs, il a fallu laisser des unités en chemin pour tenir Vilnius et Smolensk. Pourtant, rien ne freine leur progression. Cavalerie et infanterie sont en mouvement jour et nuit dans l'espoir d'atteindre l'ennemi invisible. Cette guerre paraît chaque jour plus absurde à Caulaincourt qui s'insurge. On se détruit réciproquement sans obtenir d'autres résultats que de gagner du terrain. Mais à force de gagner du terrain, Moscou n'est plus qu'à 3 jours de marche. Koutouzov, pressé par l'opinion, est dos au mur. C'est à Borodino, à 125 km de la ville sacrée, qu'il va essayer d'arrêter Napoléon. Le terrain très vallonné et boisé gênera la progression de l'ennemi. Koutouzov installe sa ligne de défense sur la rive sud de la rivière Kolocha, bloquant ainsi la route de Moscou. Il érige 4 redoutes, la première, la plus grande, est la redoute Raïevski, puis, plus modeste, les 2 redoutes de Bagration, et la dernière, la redoute Chevardino, placée en butoir frontal. Une redoute est une fortification de terre érigée sur une butte où sont installés les canons en batterie. Elle est défendue en contrebas par une tranchée remplie de soldats. À l'arrière, les troupes russes restent massivement concentrées.
140 000 hommes pour la Grande Armée, contre 150 000 côté russe. 214 bataillons d'infanterie, 317 escadrons de cavalerie, 587 pièces d'artillerie. Le bruit du canon. Une grande joie pour les Français et un étrange soulagement car on est certain que les Russes, cette fois, n'ont pas décampé. Les deux armées vont se battre sur deux points hautement stratégiques, le village de Borodino, implanté sur la route de Moscou, et la redoute Chevardino, verrou essentiel de la ligne de défense russe. En moins d'une heure, plus de 10 000 blessés ou tués. Sanglant prélude à la bataille principale, cette attaque permet à la Grande Armée de se mesurer à la résistance des Russes. Même blessés, loin d'implorer du secours, ils refusent de se rendre et paraissent déterminés à mourir sur place. Leur bravoure ne suffit pas. Les Français s'emparent de la redoute de Chevardino. Malgré de lourdes pertes, la première étape du plan de Napoléon est un succès. Chaque armée pense ses plaies. Du côté russe, on renforce les lignes de défense et surtout les redoutes Raïevski et Bagration. Kutuzov organise une procession solennelle avec la Vierge de Smolensk. Pamphile, Nazarov, comme ses compagnons, implorent la protection divine, l'esprit tourné vers les siens, à ce qui n'a pu se dire, car il faut être prêt à mourir pour Dieu, le tsar et la Sainte Russie. Jamais les Russes n'ont prié avec autant de ferveur qu'aujourd'hui, écrit le poète Glinka. En ces heures, nos cœurs et nos âmes sont en conversation secrète avec la divinité. Alors que l'ennemi s'en remet à Dieu, la Grande Armée, qui n'a jamais perdu foi en Napoléon, attend le lendemain avec impatience. L'empereur a mal dormi. Il s'est couché à 3 heures du matin, inquiet que les Russes ne se volatilisent encore une fois. Mais en sortant de sa tente, il retrouve la confiance. Les premières lueurs de l'aube lui rappellent le soleil d'Austerlitz. La veille, il a redéfini son plan de bataille. Il veut abattre le flanc sud des forces ennemies, attaquer les redoutables fortifications érigées par les Russes, notamment la grande redoute de Raïevski. La garde impériale de l'empereur se tiendra en retrait, prête à intervenir en cas de nécessité. Pendant 10 heures, les armées vont lutter pied à pied. On oublie sa peur sous un déluge de balles, de boulets et d'obus. Et on remarque à peine les camarades qui tombent, foudroyés à bout portant. Les Russes l'appelleront la bataille de Borodino. Les Français parleront de la Moskova. Les positions sont prises, perdues, puis reprises et perdues à nouveau. Le 2e corps de cavalerie du général Montbrun doit maintenant charger à droite de la redoute Raïevski. Montbrun cherche la position idéale pour attaquer. Il part à cheval en reconnaissance. Malheureusement, un boulet lui traverse le thorax. Napoléon décide alors de le remplacer par Auguste de Caulaincourt, le frère d'Armand de Caulaincourt. L'infanterie russe, déstabilisée par la blessure mortelle du général Bagration, se ressaisit et redouble d'efforts pour regagner le terrain perdu. Les acteurs de ce carnage parlent d'un enfer, du ciel qui brûle, d'apocalypse, de canons qui vomissent la mort. Caulaincourt est alors pris d'un terrible pressentiment. À 15 heures, son frère Auguste, à la tête du 5e régiment de cuirassiers, soutenu par 2 divisions et 2 bataillons d'infanterie, prend d'assaut la grande redoute de Raïevski. Les Russes doivent battre en retraite. Les blessés implorent qu'on leur donne la mort pour mettre fin à leur terrible souffrance. Les Russes ont abandonné leur position, mais leur armée n'a pas été anéantie. La bataille a été effroyable et dantesque. Mais pour qu'il y ait un vainqueur,
Il faudrait qu'il y ait un vaincu. Je pense qu'il est très difficile d'évaluer les résultats de la bataille de Borodino parce que Napoléon et Koutouzov se sont fixés chacun des objectifs et ni Napoléon ni Koutouzov ne les ont atteints. Victor Bezotosny, directeur du Musée national d'histoire de Moscou. L'objectif de Napoléon était de battre totalement l'armée russe. L'objectif de Koutouzov était de stopper les Français et protéger Moscou. Qu'est-ce que c'est que gagner une bataille à cette époque? On considère que c'est l'armée qui reste maîtresse du champ de bataille qui a gagné. Bon, sur la bataille de la Moskova, il n'y a donc aucun doute puisque les Russes se replient et l'armée française reste maîtresse du terrain. Donc Napoléon a gagné la bataille de la Moskova. Il est vrai que sur le plan stratégique, la bataille de la Moskova contribue à un affaiblissement supplémentaire de la Grande Armée, et c'est en cela que les Russes la revendiquent comme une victoire. On pourrait mettre tout le monde d'accord en disant que les Français ont gagné la bataille de la Moskova et que les Russes n'ont pas perdu la bataille de Borodino. Une victoire décevante pour Napoléon, et si coûteuse en vie humaine. Mais la garde impériale, l'élite de la Grande Armée, était restée à l'arrière. Le sergent Bourgogne avait donc vécu la bataille de loin, contrairement à tant de ses compatriotes qui, eux, s'étaient trouvés en première ligne. Napoléon, prudent, trop prudent peut-être, n'avait pas voulu prendre le risque d'affaiblir sa garde. Pourtant, s'il avait lancé Bourgogne et ses hommes dans la mêlée, la victoire aurait pu être plus marquante. Des vies auraient pu être sauvées. Les compagnons de Bourgogne seraient peut-être rentrés chez eux, sains et saufs. Tant de héros, soldats, officiers, généraux. Caulaincourt n'oubliera jamais ce jour funeste. Au terme de cette épouvantable journée, 120 000 coups de canon et 300 000 cartouches ont été tirés pour un bilan effroyable. Côté russe, 45 000 morts, blessés et disparus. Plus du tiers des effectifs engagés. Napoléon, lui, a perdu 28 000 hommes. Cette hécatombe révèle les limites des services de santé. Nombre de blessés demeurent sur le champ de bataille, sans secours. Dans la Grande Armée, il n'y a qu'un médecin et un pharmacien pour 600 soldats. 45 chirurgiens soignent indifféremment les milliers de victimes des deux camps. En moins de 4 minutes, on ampute une jambe. 10 000 blessés impossibles à soigner seront déposés dans les villages alentours où la plupart mourront. Napoléon s'attend alors à reprendre les hostilités le lendemain. Mais Koutouzov va en décider autrement. Pourquoi Koutouzov n'a-t-il pas continué la bataille le lendemain comme il l'avait promis? Victor Bezotosny, directeur du Musée national d'histoire de Moscou. En effet, à la fin de la bataille, il avait donné l'ordre d'attaquer les troupes de Napoléon dès le lendemain. Mais plus tard dans la nuit, il a donné un ordre complètement opposé, se replier. Le plus probable est qu'il ait reçu entre-temps des informations sur les pertes de l'armée russe, et ces pertes étaient terrifiantes. En présence de ses généraux, Koutouzov va longuement peser le pour et le contre d'une nouvelle bataille, pour finalement se résoudre à admettre que ses troupes ne seront pas de taille à arrêter Napoléon, qu'il vaut donc mieux les préserver et leur donner le temps de se renforcer. « 420 000 soldats avaient franchi le Niémen 3 mois plus tôt. Il n'en reste que la moitié. Ils venaient de France, d'Espagne ou d'Italie, avaient parcouru plus de 4000 km, franchi les Alpes ou les Pyrénées, traversé l'Allemagne, la Pologne et la Russie occidentale. Ils croient pouvoir enfin se reposer de leur fatigue. Napoléon reste convaincu que l'arrivée de la Grande Armée aux portes de Moscou sera le coup de grâce qui forcera Alexandre à négocier. Mémoire du sergent Bourgogne. Après avoir traversé une grande forêt,
nous aperçûmes enfin Moscou. Et dans pareil moment, on oublie tout. Les dangers, la fatigue, les camarades disparus. Une seule chose compte désormais. Le plaisir d'entrer dans la ville promise. Mais Napoléon, qui rêvait d'une entrée en conquérant, comme à Vienne et Berlin, découvre que Moscou a été déserté et qu'aucun notable ne viendra lui remettre les clés de la cité. Seuls 10 000 moscovites sur les 260 000 sont restés, parce qu'ils n'avaient pas les moyens ou le temps de fuir. Napoléon s'installe au Kremlin, avec sa garde et ses services d'intendance. Ses généraux occupent les somptueuses demeures des nobles. On avait d'abord cru que les incendies étaient accidentels, déclenchés par des soldats ivres, occupés à fêter leur première nuit à Moscou. Mais il faut vite se rendre à l'évidence. Ces feux ne sont pas accidentels. Des dizaines d'incendiaires se sont répartis dans la ville. Qui sont-ils? Et qui leur a donné l'ordre de se livrer à ce gigantesque auto-da-fé? Koutouzov avait choisi d'abandonner Moscou pour éviter un nouvel affrontement et permettre à son armée de se réorganiser. Voilà pourquoi le gouverneur général de la ville, le comte Rostopchine, livré à lui-même, avait ordonné à des repris de justice d'incendier entrepôts, dépôts de marchandises, palais. Il ne fallait rien laisser à l'envahisseur. Mémoire du sergent Bourgogne. Au moment de l'explosion, nous avions cru mourir, anéantis sous les débris. Les Russes avaient jugé que pour nous détruire, tous les moyens étaient bons. Le danger est partout. La grande armée de Napoléon est tombée dans un piège de feu. Encerclée par les flammes, aveuglée, elle rêve pourtant encore de victoire. Vous venez d'écouter Napoléon, la campagne de Russie. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Napoléon, la campagne de Russie est un podcast coproduit par Initial Studio et Dockside Productions. Adapté du documentaire audiovisuel éponyme produit par Dockside Productions et Indigène Productions, en association avec Z, et réalisé par Fabrice Ourlier. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.